Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci une fois encore pour la fidélité. 2 ans de gouvernance talent, le 6 avril, quoique passé, les langues continuent de se délier, appréciant le chemin parcouru et au besoin les projections. L'exercice aura également été au cœur de ce qu'il convient désormais d'appeler les assises de Djefa. Le 14 avril, acteur de la société civile, tête couronnée, le Front pour le sursaut patriotique, le Parti communiste du Bénin, l'ancien médiateur de la République, le président d'honneur de l'USL, les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Soglo, sans oublier bon nombre d'universitaires se sont donné rendez-vous pour penser le Bénin à l'ère du nouveau départ. Du diagnostic fait, le Bénin serait mal en point avec une constitution malmenée du fait d'une série de décisions de la Cour constitutionnelle régulièrement bafouées. Le trop-plein serait le non-respect de la décision DCC 17 du 12 décembre 2017 relativement à la non-installation des membres du COS l'EPI avec injonction faite à l'institution parlementaire. Suffisant un tel manquement pour motiver une telle sortie ou c'est l'arbre qui cacherait bien la forêt. Quelle pourrait bien être la portée, voire l'importance d'une telle initiative dans une situation de fronde sociale aiguë? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres questions autour desquelles se fera votre émission 100% Bénin du jour. Un universitaire, un acteur politique pour mener en notre compagnie le débat. Et ce sera autour du thème conclave de Djefa, prémisse de la création d'un front anti-talent. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. À ma droite, Prudent Victor Topanou, professeur de sciences politiques, ancien secrétaire général de gouvernement, ancien garde des Sceaux. Il est le directeur de l'école doctorale de la FADESP à l'université d'Abomey-Calavi. Prudent Victor Topanou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. Merci bien. En face de vous, comme je le disais, un acteur politique. Lui, c'est Jean-Baptiste Ronguet, président de la coalition Bénin en route, une coalition qui, depuis quelques mois, fait son petit bonhomme de chemin aux côtés des initiatives du chef de l'État. La coalition entend imprimer sa marque à elle, une marque toute spéciale. Jean-Baptiste Ronguet, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un bon moment par ici. Absolument. En tout cas, c'est un plaisir de vous savoir disponible pour nous. Le 14 avril a été annoncé comme une date pour réunir un certain nombre de figures de la société civile, mais aussi d'acteurs politiques et de grands noms qui ont de tout temps fait l'histoire de ce pays. Au menu de la rencontre, le Bénin à l'ère du nouveau départ. Autour des préoccupations, non seulement le bilan à mi-parcours, mais aussi ce qui convient d'appeler les fondamentaux de la démocratie. Où en est-on après 2 ans de gouvernance? Une gouvernance qui a été annoncée comme une gouvernance prometteuse de bon nombre de réformes. Jean-Baptiste Ronguet, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé à Djefa. Et quel a été le regard de l'acteur politique, mais aussi du citoyen qui rêve du beau et du grand pour son pays? Merci, cher ami. Avant d'intervenir, je tiens à saluer les téléspectateurs de SCA TV au Bénin, à l'étranger et dans le monde. Et pour revenir sur la question, j'étais au même moment où la coalition se réunissait à Djefa. Moi, j'installais les bases de la coalition Bénin en route dans le zoo, principalement à Goro. Donc, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai suivi tout ce qui se passait à Djefa. Et je dis que c'est une bonne chose, c'est de bonne guerre que des acteurs politiques se réunissent pour faire le bilan de 2 ans de gestion à la tête de l'État, pour décortiquer ce qui ne va pas selon eux. Malheureusement, ils n'ont pas dit ce qui s'est bien passé pendant ces 2 ans. C'est ce que je retiens. Et je dis, c'est une bonne chose, mais de la même façon, la jeunesse autour
le président Talon se mobilise et dans les détails, nous allons parler vrai à la population béninoise. Parler vrai à la population béninoise. De Djefa, il a été question de parler aussi vrai à la population béninoise, mais on reviendra, comme l'a dit le président de la coalition Bénin en route, sur les détails, les mots forts, ce que d'aucuns appelaient temps fort de cette cérémonie. Mais avant, je vais me retourner vers le professeur d'université. Et à lui, la question sera relativement d'abord la dénomination, parce que de l'autre côté de l'université, ça compte beaucoup. Coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. C'était la dénomination de ce qui était fait depuis Djefa. L'universitaire a observé cela et a décrypté d'abord cette dénomination sous quel angle. Écoutez, si vous permettez, je vais faire deux petites réflexions très légères. La première, c'est que vous avez juste oublié de présenter mon vis-à-vis comme étant un acteur politique soutenant le régime en place. Je l'ai dit. Non. Je l'ai dit dans l'introduction. Vous n'avez peut-être pas suivi. J'ai dit qu'il accompagne pas suffisamment. Voilà, ok. Il faut bien le dire. Et le deuxième, c'est qu'il a commencé par saluer vos téléspectateurs, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Il a juste oublié que le régime qu'il soutient a tout fait pour qu'il n'y ait plus de téléspectateurs à l'intérieur, puisqu'ils ont obtenu que cette chaîne ne puisse plus apparaître sur CanalSat au moins pendant très longtemps. Voilà, donc c'est un peu léger, mais c'est quand même important à rappeler parce que ça participe justement de la gouvernance qui, si vous voulez, mobilise. Lorsque nous avons le sentiment que dans notre pays, que nous construisons difficilement, mais de façon résolue, vers une démocratie. Et une démocratie ne peut être réalisée que sur la base d'un état de droit. Un état de droit étant finalement l'état qui respecte les droits de l'homme. Quand on fait ce choix-là, on a du mal à admettre que dans une gouvernance démocratique, on puisse obtenir ou demander soit le brouillage des ondes, ou en tout cas d'enlever une chaîne de télévision d'un bouquet satellitaire. Mais si vous voulez, en réalité, sur la gouvernance quotidienne, on peut ne pas faire l'unanimité. Moi, je donne souvent l'exemple du déguerpissement. Moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec le déguerpissement. Mais je sais qu'il y a des gens autour de moi qui sont favorables parce qu'ils se disent c'est peut-être une mesure difficile aujourd'hui, mais que pour l'avenir, ce serait très bien. Par contre, le seul point sur lequel tout le monde peut être d'accord, que l'on soit avec le régime ou que l'on soit contre le régime, encore plus lorsqu'on est avec le régime, c'est de fixer ce qu'on appelle les lignes rouges. Et la première ligne rouge, c'est le non-respect de la Constitution. Tout le monde a assez glosé dans ce pays sur la différence qu'il y a entre les différents peuples, entre les différentes populations du nord au sud. Et tout le monde est unanime pour reconnaître que le seul lien, le seul facteur de cohésion interne, c'est encore la Constitution, qui est en réalité l'illustration de notre vouloir vivre ensemble. À partir de ce moment-là, on est arrivé à consacrer. Il y a certains qui parlent de fétichisation de la Constitution. Il est important que tous les acteurs politiques respectent notre Constitution. Et dans cette Constitution, tout le monde le sait également, que la pierre angulaire, c'est la Cour constitutionnelle, que nous avons voulu arbitre, aussi bien du fonctionnement des institutions que garant des droits de l'homme. La Cour constitutionnelle du Bénin occupe une place centrale dans l'architecture moderne de l'état de droit que nous construisons. Et nous nous sommes entendus à l'unisson pour dire que c'est le juge qui restera au-dessus, en disant toutes ces décisions sont insusceptibles de recours et s'imposent, une fois qu'elles sont prises, à tous les acteurs. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais pensé qu'il arriverait un acteur qui dirait « je ne vais pas le respecter. Je ne vais pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. » Vous avez vu un acteur qui a dit qu'il ne va Je pas vais y respecter. arriver. Je vais y arriver. Et c'est précisément ça le problème. On est parti de l'idée que les décisions sont insusceptibles de recours et s'imposent à toutes les autorités. Cela veut dire qu'on n'a pas intégré l'hypothèse dans laquelle la Cour prendrait des décisions et les acteurs ne les respecteraient pas. En conséquence, on n'a rien prévu comme sanction ou comme police constitutionnelle qui puisse arrêter les gens qui ne respecteraient pas. Mais ce que la Constitution a prévu, c'est que lorsqu'on se retrouverait dans un cas pareil,
la population, le peuple souverain, serait habilité à reprendre son pouvoir. Si les acteurs qu'il a désignés, c'est-à-dire les acteurs représentants, ne respectent pas les décisions ou les consignes que le peuple lui-même a consignées dans la Constitution, l'article 66 prévoit que le peuple reprenne ses responsabilités. Et nous sommes dans ce cas aujourd'hui pour une simple raison. Nous avons affaire à un gouvernement, depuis presque 2 ans, qui refuse de façon systématique, au mépris de tout, de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle et de respecter la Constitution en règle générale. Face à ça, il est très facile de dégager une unanimité, y compris au sein de ceux qui soutiennent le gouvernement. Et c'est eux qui devraient pouvoir dire au président. Donner des exemples parce que le oui, non mais je vais finir. Non, j'ai pas fini. La dernière décision qui pose aujourd'hui un problème, c'est la décision de la Cour de décembre qui exige que l'Assemblée nationale désigne les membres du COS-LEPI. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Le problème du président de la République est double. Le premier, c'est qu'il est le garant du respect de la Constitution. Et le deuxième, c'est que ceux qui sont aujourd'hui sommés de faire exécuter cette décision de la Cour sont ceux qui relèvent de la fameuse majorité parlementaire qui le soutient. Donc il est double. Dans ses fonctions constitutionnelles de garant du respect de la Constitution et le leader incontesté de ce BMP, Bloc pour la majorité présidentielle, qui refuse obstinément. Et le président ne fait rien. Le président ne fait absolument rien. Et donc, non seulement c'est un sujet important, mais en plus, les conséquences, et c'est pour cela que l'unanimité a été très vite faite autour du président de la République, c'est que ce sujet concerne ce qu'un de nos collègues appelle un sujet hautement inflammable, la question électorale. Vous voulez dire que la rencontre de Dieffa a trouvé toute son importance dans ce manquement? Absolument. C'est le point, comme j'ai dit, le plus petit dénominateur commun. C'est le point sur lequel, que vous soyez de la mouvance ou que vous ne soyez pas de la mouvance et que vous soyez de l'opposition, on peut s'entendre. Exiger que les décisions de la Cour constitutionnelle soient mises en application. Parce que ce n'est pas normal que le cadre législatif actuel oblige l'installation du COS-LEPI au 1er juillet de chaque année pour une actualisation, que les députés du bloc majoritaire n'aient pas éprouvé le besoin de le faire de juillet à décembre, que des citoyens soient obligés de saisir la Cour constitutionnelle pour dire nos députés sont en train de piétiner notre loi, que la Cour constitutionnelle soit obligée de le confirmer en disant le citoyen a raison, que les députés ont l'obligation, aussi longtemps que le cadre juridique n'a pas changé, et que donc, au plus tard, le 29, le COS-LEPI doit être opérationnel. Le 29 décembre 2017. On est aujourd'hui en avril 2018. Ils n'ont pas bougé le petit doigt. C'est juste inacceptable. Voilà le point commun qui a poussé à la création de cette coalition. Si M. Ronguet n'est pas d'accord avec ça, alors de la ce serait pas démocratie. désespéré. Oui. Non, je voudrais demander au professeur, parce que en posant le problème de façon générale, Oui. il a oublié de spécifier. Spécifier en ce sens que, en parlant tout à l'heure, il n'en parlait que des députés. Les députés ne sont pas des enfants. Est-ce qu'il a les preuves que c'est le président de la République qui a interdit? Pourquoi j'ai dit ça? Non, J'ai dit que le président a interdit. Moi, j'ai utilisé ce mot. Est-ce que vous avez les preuves que c'est le président de la République qui a interdit aux députés de ne pas nommer les représentants de l'Assemblée? Pourquoi devrais-je en avoir les preuves? Je ne l'ai pas dit. Non. Est-ce que j'ai dit que le président a interdit? Vous ne pouvez pas dire que c'est le président qui viole la Constitution. Mais c'est ce que je vous dis, il le viole en ceci qu'il est le garant. Non. Attendez, j'ai dit que le problème du président est double. Le premier, c'est qu'il est garant constitutionnel de la Constitution. Ça, vous ne pouvez pas dire non. Le président de la République est le garant du respect de la Constitution. Reprenez votre Constitution, vous allez le voir. Et donc, je disais qu'il était double parce qu'en plus de sa fonction constitutionnelle, qui l'aurait obligé, qui aurait dû l'obliger à appeler le président de l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a une décision. Et en tant que garant,
je pense que vous ferez bien de l'appliquer. Il ne l'a pas fait. Et c'est en cela qu'on peut se retourner contre lui. Et deuxièmement, je vous explique qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, il y a une majorité de 60 députés qui le soutiennent et que c'est à cette majorité qu'il revient de désigner notamment les membres du COSLEPI. Si la majorité n'a pas désigné... Le président, s'ils soutiennent réellement le président de la République, le président peut à tout moment leur dire, écoutez, vous me mettez en situation délicate. Parce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que vous avez les preuves que le président n'a pas fait ce que vous êtes en train de dire là? Ah, ça par contre, il faut qu'il en apporte les preuves. Ah non, parce que la seule preuve que moi... Non, la seule preuve que j'ai... Si vous n'avez pas les preuves... Monsieur Ngué, la seule preuve que j'ai et qui me permet d'affirmer quoi que ce soit, c'est que ça n'est pas fait. Et que c'est depuis le mois de décembre 2017 que la Cour constitutionnelle a pris sa décision. Que je considère que si les députés ne le font pas, que le président n'est pas capable de demander à ses députés, que l'on voit tous les jours adopter des lois scélérates, retirées par une loi ordinaire, un droit de grève, prévu par une loi constitutionnelle, et que le président se soit prononcé là-dessus, à tout le moins. Si le président n'est pas capable, pendant tout ce temps, de leur dire, au lieu de voter une loi pour retirer le droit de grève, commencez par appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que là aussi, je suis le garant de la Constitution, et le garant de la Constitution, de toute la Constitution, bien évidemment. À ce moment-là, c'est que le président aura failli. Et ça, je peux l'affirmer. Oui. Non, et je crois que c'est des affirmations que je ne vais pas qualifier de non-sens, mais c'est des affirmations sans fondement. Parce que le président de la République, c'est une institution. L'Assemblée nationale est une institution. Donc le président de la République ne peut pas faire des injonctions aux députés, bien qu'il y ait une majorité écrasante aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si le président de l'Assemblée n'a pas jugé opportun d'installer le COSLEPI à bonne date, comme l'a souhaité la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le président de la République qui est en faute. Vous trouvez que c'est le président de l'Assemblée nationale qui ne joue pas son rôle? C'est le président de l'Assemblée qui ne joue pas son rôle. Maintenant, du fait qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée soutient le gouvernement, on a tout fait de faire le lien. Moi, je dis, ce n'est pas... Face à cet amalgame, Jean-Baptiste Ngué a considéré que c'est l'amalgame. Parce que, j'espère, le président de l'Assemblée nationale va finalement aussi donner les clarifications qui s'imposent. Non, aujourd'hui, à supposer que c'est là. Le dernier discours du président de l'Assemblée, ce que j'ai appris, c'est qu'il a souhaité que le COSLEPI soit installé. Alors, à partir de ce moment-là, parce que le président de l'Assemblée a fait ce discours avant samedi passé, avant le 14 avril passé. À partir de ce moment-là, les amis de la coalition pour la défense de la démocratie devaient se dire, attention, quelque chose a bougé. Et que le président n'est pas en dessous pour tirer les manettes. Il y a votre vis-à-vis qui parlait un peu de l'image, de l'autorité garant aussi du respect de la Constitution. Et vous, en tant que responsable pour la coalition, il y a supposé qu'au sein de cette coalition, il y a, comme ça arrive parfois, un de ces militants ou membres qui ne joue pas bien sa partition, au point d'écorner votre image. Vous n'allez pas taper du poing sur la table? Je vous dis, c'est des secrets d'État. Secret d'État. Non, ça dit tout ce que vous dites là. Oui. Au sommet, certainement des choses se sont passées. Le président de la République est respectueux des textes et lois de la République. Ça, moi, je vous le jure. Il est respectueux. Si ça n'a pas été fait, ce qui se passe, ce n'est pas un président publicitaire. C'est un président qui travaille, qui travaille sans trop crier, sans trop faire de tapage. Je suis sûr que entre les deux personnalités d'État, quelque chose s'est passé. Alors, Victor Tokpanou, voilà un peu les éléments de réponse qu'apporte votre vis-à-vis. Mais ce qui étonnait aussi le citoyen lambda, c'est la configuration de cette coalition. On a vu le président d'honneur de l'USL, le nouveau de l'échiquier politique béninois, une grande figure, peut-on dire. À côté de lui, Albert Evredje, l'ancien médiateur de la République, l'homme qui ne sort pratiquement plus. Mais il est sorti ici, je n'ai pas pour lancer récemment la Maison de la Paix, mais il a pu effectuer le déplacement de Djefa. On a vu les deux anciens
président béninois. Ça, pour défendre rien que ce point, et les autres, bien évidemment, de la Constitution, l'universitaire est satisfait de cette image-là. Une sortie pour ça. On ne va pas rester à la maison à envoyer rien que de jeunes gens prendre le défend pour défendre une cause comme celle-là. Non, j'espère que vous n'avez sans doute pas oublié. J'ai eu l'occasion de passer sur cette chaîne déjà par 2 fois, précisément autour de cette question. Tout à fait. Dans un premier temps, après une tribune que j'avais publiée, où je m'indignais, que j'invitais les Béninois à s'indigner. C'est suffisamment grave. Voilà, oui. Que c'était suffisamment grave et que derrière, j'ai dit, je suis même passé de l'étape de l'indignation à l'étape de la révolte. Vous imaginez bien que si moi j'en étais arrivé là, les anciens présidents de la République, qui sont des garants constitutionnels, mais moraux, je les appelle des garants moraux pour avoir été pendant longtemps des garants constitutionnels du respect de notre Constitution, il est normal que ces gens-là se disent « ce n'est pas normal ». Il faut qu'on tape du poing sur la table parce que non seulement on ne respecte pas une décision de la Cour constitutionnelle, mais en plus, l'objet de cette décision-là, c'est-à-dire la mise en place du COSLEPI, qui est l'instance chargée d'actualiser les listes électorales. Cet objet est hautement inflammable, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Parce que dans tous les pays africains, en règle générale, les crises politiques majeures découlent de la mauvaise gestion des périodes électorales. Vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya. Heureusement que la raison est revenue. Mais pendant quelque temps, on a eu peur pour ce pays qui avait 2 gouvernements, un gouvernement officiel et un gouvernement officieux. Ce pays, il y a quelques années aussi, avait déjà sombré dans une guerre civile à la suite d'une mauvaise gestion de la période électorale. Donc, ce qui fait la force du Bénin et que tout le monde apprécie et nous envie à l'extérieur, c'était la capacité des acteurs à gérer ces périodes-là. Et le seul secret, c'était que tout le monde accepte la règle du jeu. Que dès l'instant où la Cour constitutionnelle s'est prononcée, qu'on soit satisfait ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit content ou pas, on respecte. On peut critiquer, mais on respecte. Et ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment que le gouvernement actuel refuse de respecter. Et vous avez dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait le faire. Vous avez sans doute raison. J'ai commencé par là. Mais c'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur le fait que le problème du président de la République était double. Et je n'ai jamais dit que c'est sa responsabilité directe d'installer le COSLEPI. Mais le problème, il est double. D'une part, parce qu'il est constitutionnellement le garant du respect de la Constitution. Moi, j'ai plus que vous l'avantage d'avoir été au sommet de l'État. Je sais comment se passe le dialogue entre les institutions, entre les pouvoirs. Et je pense que si le président de la République le voulait, il aurait obtenu de son homologue, le président de l'Assemblée nationale, le respect d'une décision constitutionnelle, qui plus est, sur un sujet aussi sensible. Jean-Baptiste Munguet, les membres de la coalition se sont projetés déjà dans 2019 et pensent qu'il faut anticiper, éviter qu'on se retrouve dans une situation où on va commencer par s'interroger sur l'outil à utiliser. Absolument. Actuellement, le COSLEPI tient encore, en tout cas constitutionnellement, et pour eux, on ne saurait continuer à se taire. Non, ça c'est clair. C'est clair. Je me réjouis de vous l'entendre dire. La LEPI est l'instrument que la politique doit utiliser jusqu'en 2021. Ça là, il n'y a pas... Je m'en réjouis. Non. Venant de vous. Et puis, le gouvernement n'a jamais dit qu'il va utiliser une autre liste. Vous ne suivez pas l'actualité au même titre que moi. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a dit la dernière fois que si les députés le voulaient, le RAVIP aurait... Non, il a dit si les députés, il a posé une condition. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a posé une condition. Oui, j'ai répété. Donc, non. Mais c'est une préparation de l'opinion. Non. Le langage n'est-il pas politique? Quand le ministre de l'Intérieur... C'est pas un langage politique. Comment un ministre de l'Intérieur peut dire ça? Non. Vous trouvez normal? Et le président de la République ne l'a même pas rappelé? C'est pas normal? Non. En tout cas, moi, je ne trouve pas normal. Maintenant, c'est vrai, vous soutenez le gouvernement. Oui, non, je parle de... C'est votre opinion. Mais je dis que ce n'est pas encore grave qu'un ministre dise que si les députés veulent, on peut extraire la liste. C'est suffisant. Pour nous, on trouve que c'est suffisamment grave. Parce que le RAVIP, c'est quoi?
Si vous voyez comment le RAVUP est fait, c'est plus fiable que toute autre liste. En quoi? En tout. Non. Non, pas revenu. C'est une affirmation gratuite. En tout. Une affirmation gratuite. Le plan qui est posé aujourd'hui, Oui. je suis heureux que sur tout l'ensemble des difficultés, enfin, des choses qu'on reproche, qu'on a trouvé que seulement le président n'a pas respecté la Constitution du fait que la Cour constitutionnelle a demandé d'installer les membres du COS-LEPI avant le 31 décembre. Mais je peux dire, en dehors de ça, le pays va bien, monsieur le professeur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous circulez en toute sécurité aujourd'hui. Ah oui? Oui. J'ai jamais été inquiété pour ma sécurité, moi, depuis que je vis. J'ai jamais été inquiété pour ma sécurité depuis que je vis au Bénin. Vous savez que le problème sécuritaire était un problème sérieux avant 2016. Quelle est la différence? Non, il y a eu beaucoup d'améliorations. Dites-moi, vous êtes devant l'opinion, soyez clair. Monsieur le professeur. Vous m'aviez tout à l'heure demandé des exemples précis. Vous êtes à Calavi. Vous vivez à Calavi. Parcourez les villages environnants de Calavi. Allez dans les établissements publics, les écoles publiques. Vous verrez que les enfants mangent au moins 2 fois par jour. Ah oui? Oui, monsieur le professeur. Mais c'est peut-être pas les mêmes choses. Microcrédit aux plus pauvres, ça a été amélioré, monsieur le professeur. Ah oui? Oui. De quoi vous parlez? Amélioré. Ça a été amélioré. De 30 000, on est passé à 50 000. Et vous êtes sûr que sous le président Yahi, dont je ne suis pas le porte-parole, et donc je suis mal à l'aise, mais vous pensez que sous Yahi, il n'y avait pas de microcrédit à 50 000? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ce qui est sûr, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien amélioré. En quoi? C'est bien amélioré. Mais dites en quoi? De la façon dont ça va être géré. Ça va ou c'est géré? Non, de la façon dont ça va être géré. Désormais, quand tu prends, c'est sûr que tu vas ramener à taux d'intérêt zéro, bien sûr. En dehors de ça, monsieur le professeur, le pays, vous avez parlé des casses. Des casses. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est vrai, ça va faire mal. Mais vous aussi, vous avez dit, dans un peu de temps, on va oublier ça. Je n'ai pas dit ça. Non, vous avez dit tout à l'heure, même si ce n'est pas la même expression, non, vous avez dit... C'est très important de ne pas me faire dire ce que... D'ici là, non, je n'ai pas dit ça. On verra clair. Je vous reprendrai tout à l'heure. C'est que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est réfléchi, c'est méthodique et c'est bon pour l'avenir. Et le président de la République a mis la jeunesse au cœur de son nation. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et moi, je suis là pour parler de la jeunesse. Oui, la sortie du 14 avril est apparue comme la naissance d'une nouvelle coalition politique. Mais dans quelle optique? Victor Tokpanou, est-ce qu'on peut voir se dessiner à travers cette sortie, ce regroupement, une nouvelle coalition, peut-être une UN bis, ou en tout cas une machine qui va à l'assaut de la République, mais faisant front à talons? Oui, mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, de dire que le bilan provisoire que fait M. Runguet de l'action gouvernementale, manifestement, il doit être seul avec ses amis à l'avoir observé. Que ce soit la question sécuritaire, les questions ou que ce soit les questions de microcrédit, je ne suis pas sûr de voir à mon niveau la différence dont vous parlez. Peut-être que vous, du fait que vous soutenez le régime, vous avez une loupe ou un regard qui permet de voir, ou vous avez peut-être des informations. Sinon, c'est pas évident. Voilà. Sinon, c'est pas évident. Non, moi, je ne vois pas de réalisation. C'est parce que vous ne voulez pas voir. Non, c'est pour ça que je dis c'est parce que vous ne voulez pas voir. Peut-être avez-vous des lunettes que je n'ai pas. Non, on n'a même pas de lunettes. De quelle réalisation parlez-vous dans Cotonou? Les destructions? Qu'est-ce que vous appelez destruction? Et vous dites que j'ai dit... Monsieur le professeur, vous êtes professeur et vous êtes, disons, sur le plan judiciaire, vous êtes quand même important. Ceux qu'on a dégagés, ils se sont installés sur la place publique. À partir de ce moment, on ne peut pas parler de Qu'est-ce que vous appelez installer sur les places publiques? Empêcher les gens de vendre sur le trottoir? C'est ça? Non. Vous connaissez les rues de Paris?
Vous savez que tous les bars, les restaurants sont ouverts sur le trottoir. Parfois. De quoi vous parlez? Parfois même là. Hein, les gens s'installent sur la voie publique. C'est-à-dire, les gens s'installent, ils débordent tellement que il y avait de l'insécurité. Monsieur Ronguet, vous avez le droit de soutenir l'action du gouvernement, c'est le jeu démocratique et je respecte ça en tant que tel. Mais de grâce, quand vous avancez des arguments, qu'ils soient pour le moins évidents. Voilà. Sinon, quand vous êtes obligé de trop expliquer, on ne vous suit plus. Maintenant, je voulais juste faire cette parenthèse avant de répondre à la question du journaliste. Oui, en effet, il y avait besoin pour ce pays d'un bloc qui fait des propositions alternatives et qu'on appellerait dans le jargon démocratique un bloc de l'opposition. Aujourd'hui, la vie politique démocratique s'est réduite à l'Assemblée nationale, pour l'essentiel, où il y a un bloc majoritaire et un bloc minoritaire. Mais la vie démocratique n'est pas que parlementaire. Elle est également extra-parlementaire. Et donc, il était important que sur le plan extra-parlementaire, on ait un outil qui fasse des propositions alternatives, parce que le tout n'est pas de venir sur un plateau de télévision, dire à son vis-à-vis ce que vous faites est mauvais, ce que vous faites n'est pas bien, etc. Voilà. Il faudrait que, quand on a fini cette première étape, on soit capable de dire après si on avait été là, ou alors il est possible de faire autrement, et cet autrement-là, voilà comment il devait être. Et donc j'ai le sentiment, effectivement, que c'est ce qui s'est passé à Diéfa, ce sont les prémices de la mise en place de cet outil-là. C'est pour ça qu'il faut savoir raison garder. Samedi, ce n'est que des prémices. Ce qui a fait l'unanimité, le plus petit comme dénominateur, c'était l'obligation de voir respecter les décisions de la Cour constitutionnelle et respecter la Constitution dans son ensemble. On se dit, après ça, maintenant, il faudrait aller plus loin. Et le travail politique d'une coalition politique est encore beaucoup plus difficile, parce qu'après, il faudrait pouvoir s'entendre sur un programme commun. Il faudrait pouvoir s'entendre sur les mêmes idées. Il faudra aussi aller plus loin dans la désignation des candidats aux différentes élections, etc. Ça, c'est un travail politique qui prend beaucoup plus de temps, qui est beaucoup plus difficile que de faire l'unanimité autour du fait que tout le monde est d'accord pour que la Constitution soit respectée. En tout cas, donc, la politique, c'est aussi le creuset de grands miracles, en tout cas, où l'impossible devient parfois possible. Ensemble, Sébastien Adjavon, Albert Tévoiseret, Nicéphore Diosoglo, Thomas Boni-Yahi, de grandes figures que beaucoup de sujets hier, Jean-Baptiste Ronguet, ont eu à diviser aujourd'hui ensemble et qui seront peut-être appelés à regarder dans la même direction demain. Et quand on sait, Ronguet, on parle de la déclaration de Diéfa et on ne peut pas occulter cette image qui nous a été renvoyée. Quand on sait qu'hier, il y a eu comme un grand activisme parlant de Tévoiseret, Nicéphore Diosoglo, pour l'avènement du nouveau départ. Oui, Dieudonné Soglo, pour l'avènement du nouveau départ. Vous, cette image, comment vous l'interprétez? Non, d'abord, mon interprétation est simple, monsieur le professeur. Non, parlez au Béninois. Ils se sont rassemblés sur la base de quelle idéologie? Il n'y a pas d'idéologie. Non, ce qui s'est passé là, c'est comme tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit n'a pas été compris. Parce que la Constitution, voilà, c'était pas sur la base d'une idéologie, monsieur Ronguet. Mais si vous vous rassemblez sur la base, non, puisque vous savez, la Constitution n'est pas respectée là. Pour nous, c'est important. Peut-être que pour vous, c'est pas important. Non, c'est très important. Non, apparemment non. De la Constitution, apparemment non. Le respect de la Constitution est très important. Puisque vous réclamez une idéologie, le 14 avril à Diéfa, ce n'est pas un regroupement idéologique. Donc, le 14 avril, pour dire non au fait que le gouvernement ne respecte pas la Constitution. Attendez, vous ne m'avez pas laissé parler. Que le gouvernement ne respecte pas la Constitution et que l'Assemblée nationale n'a pas désigné les membres du COSLEPI. Voilà, c'est ça. Si je vous suis, oui. Et que, parce que c'est important que vous compreniez. Si je vous suis, oui. Et que les députés à l'Assemblée désignent leurs représentants au COSLEPI, ça veut dire que la coalition
pour la défense de la démocratie prend fin. C'est-à-dire, fini, puisque les députés se sont... Vous voulez que je vous réponde? Non, la réponse est non. Parce que justement, et c'est là où on rentre dans la question du journaliste, ça devient le premier pas vers la mise en place d'une coalition future. Le premier pas, c'est installer nous notre COSLEPI. La Cour constitutionnelle l'a rappelé. C'est dans le cadre juridique actuel de notre pays. Il n'y a absolument pas de raison qu'on ne le fasse pas. C'est indignant et c'est révoltant. Et c'est ça que toutes ces personnalités différentes, qui hier étaient dans des camps différents, voire même opposés, se sont mises ensemble pour dire. Si vous ne le comprenez pas, vos critiques ne seront pas objectives. Chaque fois au Bénin, ici, là, nous avons ce mal-là, que chaque fois quand un gouvernement, parce que n'arrive pas à vous satisfaire, à satisfaire vos besoins personnels, chacun se regroupe, on se regroupe, les déçus, les fâchés, on se regroupe pour aller contre un individu et non contre une vision. Ce qui s'est passé à Djefa, c'est contre une seule personne, non. Patrice Talon. Non, vous avez tort. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Mais, parce que vous ne voulez pas le voir. Voyez-vous, c'est les députés qui n'ont pas choisi leurs représentants à l'Assemblée. Maintenant, vous attaquez, au lieu de s'attaquer au président de l'Assemblée, vous attaquez au président de la République. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Non. Monsieur Hungé. Non, monsieur. Je vais alors me répéter. Je vais me répéter. Monsieur Hungé, pour vous, le président de la République est garant de la Constitution. Mais vous semblez le banaliser. Il a prêté sa main. Mais vous semblez le banaliser. Non, mais puisque ça se passe sous vos yeux, vous refusez de le voir délibérément. À ce moment-là, il risque plus d'avoir de débat. Je vous ai dit, le président de la République ne respecte pas la Constitution et les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais que Djefa, la focalisation s'est faite autour de la décision sur le COSLEPI. Ça ne veut pas dire que c'est la seule décision que le gouvernement n'a pas respectée. Vous savez combien de décisions le gouvernement n'a pas respectées? Au moins 18. Au moins 18. Et dans la première, la plus symbolique, c'est quoi? Lorsque vous prenez les documents officiels aujourd'hui, il y a une représentation graphique de notre drapeau. Notre drapeau, c'est vert dans le premier rectangle et jaune-rouge qui sont superposés dans le deuxième rectangle. Mais le gouvernement fait aligner le vert, le jaune, le rouge, rappelant extraordinairement le drapeau malien. Des citoyens ont saisi la cour pour leur dire le drapeau béninois, tel qu'il est décrit dans la Constitution et qu'on connaît depuis 1960, n'est pas celui que le gouvernement actuel utilise comme représentation graphique. La Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus, a dit que le gouvernement viole cette disposition de la Constitution, c'est-à-dire un acte de souveraineté. Le drapeau, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'est pas revenu là-dessus. Tous les documents officiels, vous regardez d'ailleurs devant le ministère de l'Intérieur, vous verrez ça. Jean-Baptiste, vous l'avez constaté? Moi, je ne l'ai pas constaté. Je ne l'ai pas constaté. C'est vrai qu'au début, les drapeaux sont alignés comme ça. Ils sont alignés. C'est-à-dire le vert, le jaune et le rouge. Et le rouge. Est-ce que vous savez que la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus? Prenez les documents officiels du gouvernement aujourd'hui. Mais ça n'a pas changé, M. Hungé. Vous en avez un? C'est dommage. Si j'avais su que vous alliez contester ça, je serais venu avec un document. Mais les journalistes ont le droit de suivi. Ils vont sortir et vous verrez dans les prochaines éditions. Allez devant le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, vous verrez que c'est encore le drapeau. Allez devant le ministère de la Défense, allez devant le ministère de l'Économie, allez partout. Monsieur le ministre. Surtout que la Cour s'est prononcée là-dessus. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement respecte les décisions. Si les pancartes n'ont pas encore été changées, vous-même, vous avez... Pas seulement les pancartes, M. Hungé. Les documents, je vous parle des documents. Les documents, c'est la version numérique. Il suffit juste de modifier la version numérique. Puisque c'est dans l'ordinateur. Vous savez ce que je dis. Deux autres points, on va réagir, on va évoluer. Non, mais il y a plusieurs décisions comme ça. Il y a plusieurs décisions comme ça sur lesquelles on peut taxer le gouvernement de ne pas respecter. Voilà, c'est les deux qui me viennent actuellement à l'esprit, mais il y en a 18 qui ont été recensés, que tout le monde connaît. Mais apparemment, ça ne vous intéresse pas. Le professeur a oublié de faire référence quand ils étaient aux affaires que
autant il parle de la non respectée, autant la gouvernante Yahya aussi n'a pas respecté beaucoup de décisions de la Cour constitutionnelle. Il faut continuer à faire la même chose. Il ne faut pas continuer à faire la même chose. Je vous remercie de le rappeler. Il ne faut pas continuer à faire la même chose. Mais pourquoi vous en faites référence alors? Non. À ce moment-là, vous auriez dû le dire. Maintenant, on parle d'aujourd'hui. Il ne faut pas continuer. Vous savez, moi, j'étais dans l'opposition dans le temps. Et à plusieurs fois, on vous a rappelé à l'ordre. Mais vous n'êtes pas alors, sur quoi. Alors, Jean-Baptiste Ronguet, des gens qui hier étaient avec vous pour parler ici, Albert Thévouedré, qui a fait un travail de fond, on l'a vu, par le devant des autres. Nicéphore Dieudonné Soglo, ou pour dire non au colonialisme et tout ce qui a suivi, vous avez suivi. Mais que s'est-il passé? Pourquoi les avoir laissés partir? Parce que cette posture-là, ce n'est pas pour dire qu'ils accompagnent le régime dans ses choix. Que s'est-il passé? Non, moi, c'est ça qui m'étonne, c'est ça qui me surprend. Et j'en viens à la conclusion de dire que dans notre pays, le Bénin, on ne travaille pas pour la jeunesse, on ne travaille pas pour éradiquer le chômage, on ne travaille pas pour éradiquer la pauvreté, mais on travaille pour ses propres intérêts. Pour ses propres intérêts parce que aujourd'hui, c'est Talon qui est au pouvoir, Patrice Talon qui est au pouvoir. Comment faire pour qu'il ne réussisse pas son mandat? C'est ça qui préoccupe les gens. Pour des gens qui ont travaillé pour qu'il soit là? Oui, attendez. Qu'est-ce qui peut justifier? Qu'est-ce qui peut justifier qu'au jour d'aujourd'hui, que cette sommité puisse se retourner contre le président? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est tout ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas suivi alors. Monsieur Topane, peut-être vous. Mais non, même eux. Vous êtes allé au fond du cœur. Mais vous êtes allé au fond de leur cœur. Vous êtes allé au fond. Non, mais vous êtes allé au fond de leur cœur. Mais non, monsieur Ronguet, je ne vous laisse pas dire ça. Non, je trouve que vous exagérez, monsieur Ronguet. Mais vous savez ce que moi j'ai remarqué? C'est que, justement, face à votre incapacité à convaincre du bilan du gouvernement, vous faites des attaques personnelles. Tous ceux qui soutiennent le gouvernement actuel, au lieu de faire un débat d'idées, sont prêts plutôt à dire oui, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont des intérêts. C'est des attaques personnelles, individuelles, qui ne font pas avancer. En 2 ans. Oui, mais je vous ai dit, il y a 18 décisions de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas respectées. Et tous ceux qui se sont réunis, c'est pour vous dire, il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas continuer de vous laisser violer au quotidien. Mais regardez. Depuis le mois de janvier dernier, il y a un membre de la Cour constitutionnelle qui a démissionné. Ce membre avait été désigné par le président de la République avant. La loi organique sur la Cour constitutionnelle dit, en cas de démission, ce qui est normal, ça peut arriver pour des raisons de convenance personnelle, mais l'organe qui a désigné a l'obligation de désigner son remplaçant dans le mois de la démission. Dans le mois de la démission. C'est l'article 12 de la loi organique. Mais ce monsieur a démissionné depuis le mois de janvier. Tout le monde sait qu'il avait été nommé par le président de la République. Donc il revient au président actuel de le remplacer. Janvier est passé, le président n'a pas fait. Février est passé, il n'a pas fait. Mars, il n'a pas fait. Avril, il n'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on voit? Son directeur de la communication débarquer à la télé, nous expliquer que le président n'a pas l'intention de respecter cette décision et cette disposition de la Constitution, simplement parce que, comme la Cour va vers la fin, dans 3 mois, on va la remplacer. Il n'est plus utile de le désigner, de le remplacer, parce que si on le remplace, on va devoir payer les frais d'installation. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et il se trouve des gens parmi vous pour soutenir ça. Est-ce qu'on doit pouvoir, qu'est-ce que vous voulez faire du pays? Est-ce qu'on doit pouvoir s'indigner pour une décision comme celle-là que votre vis-à-vis? Mais si vous n'êtes pas capable de ça, il y a un problème. Moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le non-remplacement du conseiller démissionnaire empêche la Cour de travail? Oui, parce que l'article 115 de la Constitution dit que la Cour est composée de 7 membres. Aujourd'hui, ça empêche... Attendez, je vous réponds. Mais c'est une violation de l'article 115. Vous êtes heureux. Jean-Baptiste Ronguet, Victor Topane, je suis au regret de vous dire, sur l'appel de Djefa, vous serez obligé de conclure là-dessus. C'est quoi l'image que vous auriez retenue? Non, pour moi... D'abord, je voudrais rendre hommage... Le temps est complètement terminé. Oui, je voudrais rendre hommage à toutes les personnalités qui étaient présentes. Mais je dis, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. La jeunesse doit prendre
doit prendre actuellement maintenant le pouvoir pour que tout ce que nous avions vécu dans le passé ne nous arrive pas. Oui, je répondrai plutôt à M. Ronguet. Il n'y a pas de pays où on oppose les générations. Je n'oppose pas de génération. Mais Merci, le monsieur est terminé. Oui. Quand vous dites que la jeunesse doit prendre le pouvoir, je suis au regret. Très rapidement. Oui, mais je pense que dans tous les pays, le travail est parfait lorsqu'il est intergénérationnel. Donc n'opposez pas les jeunes. Merci à vous. Si vous le voulez bien, on se retrouvera demain pour creuser davantage ce sujet. On ne l'a pas creusé sur les fondamentaux. Il y avait beaucoup à dire. Cela vous a pris du temps. Ça peut se comprendre. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris aussi. Je suis au regret de mettre un thème à l'émission du jour. On se retrouvera peut-être demain en fonction de la disponibilité de nos invités du jour 100% Bénin. Ainsi va la réalité du plateau. L'artiste, écrivain, philosophe français Jean-Jacques Rousseau pour y mettre un thème. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.